laquelle donc je vais regarder un petit peu le nouveau cahier des charges du mémoire MEF. Alors, il est plus clair dans le sens, voilà, permet à chaque étudiant, à partir d'une lecture informée et critique, de se familiariser avec les travaux scientifiques, des disciplines et avec les recherches capables d'éclairer sa pratique professionnelle. Donc ça, c'est bien, ça remet en perspective les choses. Il faut effectivement que vous ayez, euh, lorsque vous affirmez des choses, hein, que ce soit documenté, sourcé par des travaux scientifiques, d'accord? C'est pas vous qui le dites, mais des gens qui ont étudié la question, etc. Et puis éventuellement critique dans le sens où est-ce que c'est encore applicable aujourd'hui, est-ce que c'est applicable dans votre cas, etc. Donc là, c'était plutôt pour la partie théorique et pour la partie pratique, eh bien, permettre à chaque étudiant de s'initier à la recherche par la réalisation d'un travail à caractère scientifique, individuel ou collectif. Et donc, ça vous fait donc votre expérience de recherche pour vous donner les moyens d'analyser, de faire évoluer vos futures pratiques. Donc, le cadrage est très bien, rien à redire. Bon, je passe sur les autres objectifs là-haut. Là, les dispositifs de formation. Donc, vous avez eu un cours de méthodologie, un module par semestre, c'est énorme. Un cours d'approfondissement piloté par mention. Les dispositifs d'accompagnement, donc au S2 et au S3. Alors, pour les M2 de cette année, vous l'avez eu que au S3, et donc c'était avec moi, justement. Et puis le dispositif avec le directeur de mémoire, etc. Ok. Donc vous n'êtes pas obligé d'être avec moi comme encadrant, hein. Vous pouvez suivre un séminaire de recherche proposé par votre directeur de mémoire, mais votre directeur de mémoire, vous en tuteur, vous pouvez peut-être une personne d'un autre séminaire, euh, que ce soit dans un autre séminaire, pardon, ou à l'extérieur, qui ne fasse pas du tout de séminaire, c'est pas grave du tout. Bon, on vous donne ici, donc je passe un peu hein, rapidement, la structure théorique possible pour vos mémoires. Donc en général, hein, ce qu'on fait, c'est plutôt la structure en deux parties plus classiques peut-être, avec la partie théorique et puis la partie empirique, d'accord, qui peuvent elles-mêmes se découper en plusieurs chapitres, et puis la discussion des résultats et conclusions, éventuellement euh, en lien aussi avec la partie théorique, hein. Voilà, donc ici où vous présentez votre problématique de recherche, vous faites vos recherches bibliographiques, etc., pour avoir des éléments. Ici, vous présentez la partie empirique, donc l'expérience que vous menez en lien avec cette partie théorique, hein, évidemment. Si c'est sur le jeu mathématique, c'est en lien, hein, vous ne faites pas après un truc complètement différent. Et puis donc l'analyse des résultats qui peut se faire en fin de partie théorique ou sinon dans la partie conclusion, quoi. Voilà, donc ça c'est un truc classique, mais vous pouvez éventuellement faire d'autres structures. Alors ensuite, donc, le mémoire de master en lui-même. Donc j'ai passé toute la partie sur le premier mémoire, celui de DM1. Donc il vous donne le format, d'accord? Donc au moins 40 pages. C'est bien ça que ça a beaucoup baissé par rapport à un moment où c'était 65 ou un truc comme ça. Donc page de couverture, déclaration de plagiat, le sommaire, table des illustrations, liste et sigle des abréviations, introduction 3-5 pages. Donc vous présentez votre thématique, euh, son aspect problématique, d'accord. Bon, et organisation du mémoire, donc ça. Puis la partie théorique, donc 15 pages, c'est pas trop long, ça va, entre 3 et 5 chapitres selon les thèmes que vous abordez, très bien. Alors après, on vous détaille à l'intérieur ça, donc en fait, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les chapitres doivent être plutôt équilibrés, quoi, qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout le, tout le mémoire. Deuxième partie ou partie empirique, aussi 15 pages, donc ça vous fait une trentaine de pages, ouais, vous voyez. Et enfin, la partie réflexive ou conclusion de 5 pages. Bon, vous pouvez peut-être mélanger les deux là-dessus. Ok. Et enfin, des normes générales, toutes les normes typographiques. Donc attention, le titre, moins de 25 mots, il faut effectivement que ce soit pas trop trop long. Le résumé et les mots-clés, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les faire à la toute fin, hein. C'est à la fin, une fois que vous avez tout fait, que vous pouvez faire vos résumés et mots-clés. Donc il faut les traduire. Le texte, utilisez de préférence la police Arial, d'accord. Taille 12, interligne 1, bon d'accord, donc c'est pas grand là, hein. Normalement, en général, ils vont demander d'un interligne double. Donc c'est peut-être pour ça simplement que on est passé à
40 pages ou un truc comme ça. Euh, donc pour les notes de pas de page et autres, Arial taille 10, aligne 1, donc respectez bien ça, hein, les marges, etc. Il y en a certains qui sont vraiment très à cheval sur ces normes typographiques. Donc les titres, etc., bon, bah, vous savez, j'espère le faire avec Excel par exemple, hein, pour avoir des types de rang 0, 1, 2, etc. Les majuscules, n'oubliez pas qu'il faut les accents, il faut les mettre sur les majuscules, hein. Les acronymes et sigles sont développés dans le premier emploi, donc la première fois que vous citez Centre national de documentation pédagogique, vous mettez CNDP et on comprendra que après, à chaque fois que vous citez CNDP, ben, ça voudrait dire Centre national de documentation pédagogique, pardon. Illustration. Alors ça c'est bien, tiens, c'est qu'avant c'était dans les annexes, c'était nul. Voilà, sont intégrés dans le corps du texte et suivis par une légende. Ça c'est bien. La composition monochromatique, ah oui, d'accord. Bon alors comme nous on fait que surtout en, en document PDF, vous pouvez mettre des couleurs au contraire, hein. C'est embêtant quand c'est en imprimé parce qu'effectivement il y a des couleurs qui se superposent quand c'est en gris, on voit plus la différence. Par contre, tant que c'est en document PDF, c'est très bien qu'elle soit en couleur, hein. Voilà, donc là, des recommandations, bon, bah, vous les lirez, hein, vraiment, c'est que du typographique, hein, virgule, il n'y a pas d'espace avant, comme ici, il y a un espace après, d'accord, point virgule, vous voyez qu'il y a un, un espace avant et un espace après, d'accord, le point virgule, voilà, les deux points, il y a un espace avant et un espace après, etc. Voilà, c'est des trucs que moi, je ne regarde absolument pas, mais certains sont visiblement fans de ça, ok. Et donc, à moins que vous ne soyez dans le parcours art plastique, il faudra suivre la norme APA pour les, les citations, d'accord, la façon dont vous citez les éléments, excusez-moi, les, les articles, d'accord. Alors, ça, c'est pour pour faire les références bibliographiques, pardon. Par contre, les citations, justement, quand vous reprenez une partie du texte d'un auteur, etc., donc quand ce sont des citations courtes que vous insérez à l'intérieur de votre texte, vous mettez des guillemets, d'accord. Voilà, donc guillemets nana d'après l'auteur ça, d'accord. Et puis une référence abrégée, auteur, année, page. Voilà, ou ouais, bon, enfin voilà. Et sinon, si la citation est longue, il faut la mettre donc sans guillemets en retrait du texte et puis suivi de l'auteur, année, page, d'accord. Donc men, année, page, ok. Donc en, en séparé du texte, hein, vous pouvez sauter une ligne et la décaler, la justifier, ok, en retrait de texte, donc, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui lit. Et que ça soit bien détecté comme, par compilation comme étant une citation et pas un plagiat, quoi. Voilà, les références complètes correspondantes sont présentées à part alphabétique des auteurs en fin de document, et il doit évidemment y avoir une correspondance exacte entre les références courtes et la bibliographie. Voilà. Ok, et puis donc à la fin, vous avez tout ce qui concerne la soutenance du mémoire. Donc, alors, bah tiens, on va voir, parce que ça change en fait à chaque fois. Alors bon, on n'y est pas encore, mais je préfère faire directement, parce que c'est... Voilà. Donc, que vous arrivez dans la salle, il va y avoir un président du jury qui va vous dire bienvenue, etc., qui va vous présenter les 2-3 membres du jury. Bon, voilà, ça prend 2-3 minutes à chaque fois. Il faut que vous signiez, vous savez, le document, la feuille d'émargement, tout simplement. Bon, je sais pas, il faut peut-être avoir votre convocation, votre pièce d'identité, vérifier tout ça. Ça ne fait jamais de mal de les avoir. Puis, vous avez de 15 à 20 minutes pour présenter vous-même votre mémoire. Alors, la présentation, c'est pas la totalité du mémoire. Vous n'avez pas le temps, hein. En plus, le jury, normalement, a lu votre mémoire. Mais c'est une certaine orientation du mémoire, certains faits qui sont, que vous trouvez particulièrement intéressants. D'accord? Donc, c'est en fait des éléments de votre mémoire que vous pouvez présenter. Ce qu'il faut, c'est avoir, donc là, avec ou sans ressources d'appui, bon, vaut vraiment mieux avoir un PowerPoint hein, là-dessus. Et donc, je vous dis, hein, ce n'est pas la totalité du mémoire, mais c'est une partie de votre mémoire. Et vous pouvez présenter un aspect qui n'est pas... qui est dans votre mémoire, hein, d'accord, mais que vous n'avez pas mis en lumière ou pas mis, voilà, un petit peu différemment.
Puis après, donc 40 minutes, hein, de 20 minutes d'échange avec le jury, donc au total 40 minutes, d'accord? Et puis après, hop, vous partez, et puis il y a la délibération du jury. Et donc visiblement, après vous revenez dans la salle, et on vous communique directement, parce que ça faisait... à chaque fois, on ne savait pas s'il fallait faire ça. Donc là, visiblement, on vous communique le résultat de la délibération et votre note, d'accord? Et puis le commentaire qui a été placé dans votre... voilà, l'évaluation de votre euh, mémoire. Alors notez que la note, hein, c'est la note globale, c'est-à-dire que on va normalement, hein, si je me trompe pas, normalement on note à la fois le mémoire et la soutenance, d'accord? Donc il y a deux parties en général dans la note. Il faudrait que je vérifie ça parce que ça change tous les années. Mais voilà, et souvent il y a des mémoires qui sont peut-être un peu ternes, mais par contre la présentation est vraiment beaucoup mieux et donc ça relève le niveau, ou inversement, bon ça peut arriver. Mais voilà, donc il y a les deux parties qui sont prises, mais c'est pas 50-50, hein. Alors après, je peux pas vous dire le truc, puisque ça change souvent. Voilà, et pour terminer, on vous parle de la composition du jury, donc où il y a un enseignant-chercheur, et si possible un socio-professionnel. Ne me demandez pas en quoi c'est un socio-professionnel et des différences avec un professionnel, mais voilà, il est socio-professionnel. Et éventuellement, si jamais vous avez plus de 7 sur 20, votre mémoire sera mise sur Dumas, c'est la plateforme universitaire de dépôt des mémoires. Et voilà, donc vous savez tout. Donc vous savez surtout, que bah, la construction de votre mémoire, d'accord, une quarantaine de pages, vous connaissez le, le format du texte, hein, d'accord, très important. Et puis après, ben, regardez bien donc tout ce qui est mise en forme, hein, capital gras, italique gras, etc. D'accord. Prenez bien ces normes-là pour être dans les clous au niveau dimensionnement. C'est bête de pas respecter ça, alors que c'est pas le plus difficile, hein, d'accord. Voilà. Mais par contre, donc vous avez maintenant la totalité du cahier des charges pour votre mémoire. Voilà, bah, c'est tout. Écoutez, hein.